Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. Il est déjà 9h33, nous sommes jeudi et tous les jeudis, évidemment, c'est un jeudi politique. Nous recevons des parlementaires, sénateurs ou députés. Et ce matin, nous avons la chance d'avoir avec nous Sophie Taillé-Polian, qui est vice-présidente du groupe écologiste à l'Assemblée nationale et députée du Val-de-Marne. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et Franck Alizio, qui est député des Bouches-du-Rhône et porte-parole du Rassemblement national. Bonjour. Merci d'être avec nous tous les deux. Sophie Taillé-Polian, vous êtes membre de cette fameuse commission d'enquête sur la TNT, sur l'attribution des fréquences télé. Alors, est-ce que vous demandez ce matin la démission du président de votre commission, le député Quentin Bataillon? Ah oui, je pense que là, dans la façon dont on doit porter une fonction, la fonction de la présidence d'une commission d'enquête, on doit garder une forme de neutralité. On doit vraiment être précautionneux pour préserver le travail, permettre en fait que le travail se déroule correctement entre les différents membres de la commission. Donc ne pas prendre parti, donc ne pas aller chez les auditionnés pour dire du mal des autres auditionnés me semble la base, vous voyez. Donc effectivement, je pense qu'aujourd'hui, il devrait se mettre en retrait, démissionner, pour qu'une autre personne puisse prendre la relève et qu'on puisse aller au bout de cette commission, de son travail, parce qu'on a passé des heures et on a des choses à dire, et donc c'est important que le travail parlementaire... Ça abîme votre travail. Je pense que ce travail, il mérite d'aller au bout. Il y a des choses importantes qui doivent être dites dans ce rapport, des propositions importantes qui peuvent être formulées pour que les choses se passent mieux sur la TNT. Ce serait vraiment dommage que ça puisse pas aller au bout. C'est-à-dire que vous avez perdu toute crédibilité? Je pense pas qu'on l'ait perdu toute crédibilité. Je pense que Quentin Bataillon a perdu sa crédibilité pour présider. Oui. Donc je pense que un autre président... Et même pour être député peut prendre... Et même... Oh écoutez, j'irai pas jusque-là, ce sont ses électeurs. Voilà. En tout cas, dans sa fonction de président de la commission. Donc c'est de ça dont il s'agit. Il doit démissionner. À mon sens, il peut plus mener cette mission à bien. Vous êtes d'accord, Franck Alizio? Non. Je ne suis pas membre de la commission d'enquête. Non, vous n'êtes pas membre de la commission. Mais donc je vois ça d'un tout petit peu plus loin. Non, je ne considère pas que le président a failli à sa mission et à sa place. Voilà. Si vous me posez la question clairement, est-ce qu'à sa place je serais allé dans l'émission de Cyril Hanouna? Non. Donc c'est clairement une maladresse. Est-ce que cette maladresse emportée par son ego nécessite... j'en sais rien. Mais je ne sais pas. Non, c'est une question de psychologie. Je ne sais pas. Je pose la question. Je ne vais pas le psychanalyser, mais probablement. Mais dans ces cas-là, c'est beaucoup. Alors du coup, c'est à leur ego. Mais c'est pas de nature. Enfin, je veux dire, il a été un président plutôt bon dans l'exercice depuis le début de ses auditions. Dans ces cas-là, il faut également demander au rapporteur, Monsieur Saint-Toul, qui fait partie de la NUPES. Il est allé faire un média. Ce média, c'est le média. C'est le fameux média qui est en réalité le média des LFI, mais qui se veut un média d'information. Donc à partir de là, il a fait un média pour dire aussi ce qu'il pensait pendant la commission d'enquête, de cette commission d'enquête, alors qu'il en était rapporteur général. Que je sache, vous n'avez pas demandé sa démission. Non, mais parce que c'est tout à fait différent. Dans le cadre de ces commissions d'enquête, c'est les demandes des groupes. Donc là, le groupe France Insoumise a demandé cette commission d'enquête. Et à ce moment-là, on met en place une forme de binôme pour que les choses puissent se passer correctement. Et donc le président de la commission, c'est un poste qui revient à la majorité. L'idée, c'est que cette présidence, elle permette de créer les conditions d'un travail serein pour aller au bout, même si, au départ, il y a un désaccord. Si on fait une commission d'enquête sur son droit de tirage du groupe d'opposition, c'est qu'on se pose des questions, c'est que, voilà, et donc c'est sujet à tension entre la majorité et le groupe d'opposition en question. Donc le président, il a une fonction toute particulière, qui est une fonction d'animation des membres de la commission pour aller au bout du travail. Et là, maintenant, il nous reste du travail, et c'est le travail, je dirais, le plus important, puisque c'est pour le rapporteur la rédaction du rapport, et pour les autres membres de la commission, le fait de le lire, et de savoir si on l'adopte ou pas, si les préconisations, les recommandations, elles sont consensuelles ou pas. Donc le travail du président, qui doit justement mettre tout le monde autour de la table, et essayer de faire en sorte que on en sorte avec des propositions, sinon ça sert à rien, il est particulier, et c'est pour cette raison-là que quand d'autres membres de la commission sont allés, y compris sur ces plateaux à TPMP, j'ai rien dit parce que c'est pas le sujet. Le sujet, c'est le rôle du président, tout particulièrement, qui doit avoir de la réserve. Le sujet, c'est le rôle, le
premier sujet, c'est le rôle du président, mais pardon, quand on est membre d'une telle commission, me semble-t-il, on ne va pas s'exprimer tant que les travaux sont en cours, on ne va pas s'exprimer dans les médias. En tout cas, le problème... Me semble-t-il. Mais le problème, c'est pas seulement d'aller s'exprimer, le problème, c'est que M. Bataillon est allé dire du mal de M. Barthès chez M. Hanouna, qui étaient tous les deux auditionnés, qu'il a donné des bons points à M. Hanouna de respect des règles de l'Arcom, alors que c'est celui qui est le plus sanctionné de l'histoire de l'Arcom. Donc je veux dire, là, on n'est pas sûr, j'y vais pas, etc. On est sur le fait de dire des choses qui vont à l'encontre des faits examinés par la commission d'enquête. Oui, dire donc, du je dois mal, dire que là, aller sur un plateau pour là, dire on est au-dessus d'au-dessus, quoi, vous voyez. Du concurrent, c'est quand même... On est au top, là, un peu. Hein. C'est une phrase dans toute l'interview. C'est une recevoir phrase qu'il n'aurait pas dû prononcer. Un cadeau aussi. Et il met à mal notre institution et notre travail. Oui, mais ça fait rien. Mais dans un paquet, c'est le symbole. Il participe de se moquer de notre travail. Il met notre travail en... Il tourne notre travail en ridicule. On ne peut pas accepter ça. Monsieur le député, on ne peut pas accepter que notre travail soit tourné en ridicule. Était quand même profondément politique, profondément idéologique, profondément inspiré. Enfin, c'est de la communication. Invoquer l'Arcom, moi je veux bien, mais est-ce qu'on invoque de l'autre côté? Alors on explique que M. Hanouna était le plus sanctionné de l'histoire. Ok. On en parle de France Inter, de Radio France, où pendant la présidentielle, j'ai retrouvé les chiffres, il y en a plein d'autres. Pendant la présidentielle, il y avait 75% du temps de parole pour la NUPES. Mais c'est faux, monsieur. Pour la NUPES et 15% pour le Rassemblement National. Vous dites des choses fausses. 5% pour le Rassemblement National, 15% pour les Républicains. Vous dites des choses fausses. Les règles de l'Arcom sont respectées par le service public. Point final. Ça vous plaît pas, mais c'est comme ça. Les règles sont respectées par le service public. Les membres du Rassemblement National, ces élus, ces personnalités sont invités. C'est normal, c'est la loi. Et la loi est respectée par le service public. Donc, globalement, ça n'a rien à voir avec tout ce qui se passe. C'est faux. Mais non, c'est factuellement vrai. Et les présidentes, Madame Ernotte, Madame Veil, se sont exprimées en réponse à vos collègues plusieurs fois. Et en fait, c'est juste les faits. Donc ça, faut arrêter. Si l'Arcom sanctionne C8 et CNews très régulièrement, c'est parce qu'il y a des manquements réguliers, répétés. Et je vais même dire intentionnels. Mais ce sont vos amis, donc c'est pas étonnant que vous les défendiez. Mais sur CNews et sur C8, tout le monde est le bienvenu. Au quotidien, nous n'avons pas le droit d'y aller, nous n'avons pas d'être invités chez Monsieur Barthès. Il refuse de recevoir le RN. Comment vous voulez mettre un signe égal entre les deux? Puis il y a une manière de se comporter par rapport à la représentation nationale, par rapport à l'institution. Vous confondez tout, parce que Monsieur Barthès, il n'est pas sur France Inter et sur France TV. Oui, c'est du privé. Mais vous confondez tout, monsieur, vous mettez tout dans un grand sac et puis vous dites n'importe quoi. Pardonnez-moi de vous le dire. S'applique aussi au privé. Enfin, je veux dire, c'est un minimum. D'accord, mais là vous dites la preuve que le service public respecte pas les règles, c'est que Monsieur Barthès ne reçoit pas les élus du RN. Donc, pardon, mais Monsieur Barthès n'est pas sur le service public. Vous mélangez tout. C'est votre habitude pour essayer de convaincre. Pardon, mais le pluralisme, pour moi, je veux dire simplement, le pluralisme pour moi, c'est recevoir tout le monde. Je le dis sincèrement. Pas ce que vous en pensez. Moi, je considère que les lignes éditoriales, les choix des invités, tant qu'on respecte la loi, nous, en tant que politique, on peut rien dire. Le problème, c'est quand on respecte pas la loi. Parce qu'il y a la liberté éditoriale. Ici, les écologistes, le mouvement que je représente, Génération, on se reconnaît pas toujours dans la ligne éditoriale de Sud Radio. Mais c'est pas mais on vient parce qu'on est respecté. La ligne éditoriale de Sud Radio, vous ne la connaissez pas. C'est parce que je l'écoute, donc j'écoute. Mais on vient parce que on vient avec plaisir parce qu'on est respecté, parce que vous me laissez parler, vous me laissez m'exprimer, dérouler mon propos, etc. Sur CNews, c'est pas le cas. Monsieur Deloire, le dernier qui est allé, qui représentait les Reporters sans frontières, il n'a pas pu finir. Il n'est pas membre de. Non, mais il n'a pas pu finir une phrase. C'est-à-dire que dès qu'on n'est pas en accord avec les animateurs, on se fait démonter. Moi, je suis pas un punching ball, monsieur Bourdin. Pardon. Ah, mais je comprends. Non, mais je comprends. Mais chez Barthès, nous n'avons pas le droit d'y aller. Donc, il y a quand même une différence entre chez CNews, où vous considérez que vous êtes maltraité quand vous y allez, mais vous y allez et ils vous invitent. Non, j'y vais plus, parce que je suis pas un punching ball. Mais vous êtes invité. Mais de l'autre côté, au quotidien, nous ne sommes pas invités. C'est de la censure. Je n'ai pas à défendre monsieur Barthès. Je ne défends ni Il n'y a pas pire que la censure. Je ne défends pas interdire l'accès les choix de monsieur Barthès. Il les fait en toute indépendance. Ce n'est pas mon travail en tant que parlementaire, en tant que politique. On n'a pas à intervenir. Donc je n'ai pas à dire à monsieur Barthès. Mais vous le faites sur CNews. Et vous le faites la seule chose que je fais vis-à-vis de monsieur Barthès, c'est de lui dire
respecter la loi. Et ce que je dis à CNews et C8, c'est respecter la loi. Monsieur Barthès respecte la loi. C8 et CNews ne respectent pas la loi. Après, peut-être qu'il faut changer la loi. Et c'est justement l'intérêt de cette commission d'enquête. Savoir s'il faut faire évoluer les règles ou pas. Donc c'est pour ça que j'espère qu'elle ira au bout. Nous verrons. Bien, nous allons passer à autre chose. 9h43, juste après la pub. Tiens, nous allons parler d'agriculture et aussi de rente. Parce qu'on n'a pas très bien compris. Je vais demander à nos deux députés ce qu'ils ont compris des propos de Gabriel Attal. À tout de suite. Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit. Vérissure présente. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. Bien, nous avons deux députés, j'en suis très heureux. Ce matin, avec nous, Sophie Taillé-Polian, qui est vice-présidente du groupe écologiste à l'Assemblée nationale et députée du Val-de-Marne, et Franck Alizio, député des Bouches-du-Rhône et porte-parole du RN. Vous allez, j'imagine, vous retrouver sur ce sujet, la rente. Alors, le Premier ministre nous dit qu'il va taxer les rentes. Alors, on ne sait pas. Vous avez compris quelle rente, selon vous ? Non, mais on ne comprend rien depuis le départ, si ce n'est que ce gouvernement, dans la lignée du premier quinquennat Macron, ne veut pas toucher aux riches. Donc la rente, c'est quoi ? Historiquement, au 19e siècle, on disait une société de rente, c'est quand il y a des gens qui faisaient rien, et juste les revenus de leurs actions leur permettaient de vivre sans travailler. Bon, donc c'est comme un concept assez ancien. Bien sûr, il y a des super profits, bien sûr, il y a des ultra riches, et bien sûr, aujourd'hui, le système fiscal, il est totalement injuste. Il est totalement injuste. Prenez par exemple l'héritage. Aujourd'hui, dans notre pays, les gens qui ont des héritages de plusieurs millions, en vrai, ils payent 10% d'impôts. En vrai, hein, c'est pas le taux, il y a marqué sur le... Non, en vrai, avec toutes les niches, les abattements, les machins, dont ils savent très bien se servir. Et par contre, les gens qui ont des héritages moyens, enfin, la plupart des gens, ils ont rien, hein. Alors eux, ils paient 45%. Vous trouvez ça normal ? Donc ça, c'est des rentes. Moi, j'ai proposé, et le Rassemblement national a voté contre, hein, j'ai proposé une série d'amendements pour rééquilibrer ça. 19 milliards d'euros, ça faisait. Et ça concernait 10% des Françaises et des Français. C'est-à-dire ceux qui touchent des centaines de milliers, voire plusieurs millions d'héritages. Ça va. C'est vrai ça, que vous c'était avez pas voté possible. contre ? Bah oui, ils ont voté contre. Bah oui. Franck Alizio ? Non, enfin, on parle. si. Je partage. Non, mais enfin, Pardon. toute proposition de loi vise à alourdir la fiscalité pour les Français. Nous sommes tout à fait d'accord. Nous, notre priorité, c'est d'alléger. Enfin, c'était allégé pour 80% des gens. Notre proposition, c'est d'augmenter l'abattement minimum. C'est-à-dire aujourd'hui, c'est 100 000. On peut transmettre 100 000 oui. à un enfant tous les 10 ans de mémoire. Mais qui peut donner 100 000 euros tous les 10 ans à ses enfants ? Pardon, c'est très peu de gens quand même, hein. Et alors c'est vous, c'est ça vos millionnaires, c'est ça vos dizaines de millions, c'est 300 000 euros tous les 10 ans par enfant. Vous voyez bien. Attendez, excusez-moi. Pour vous démasquer. Excusez-moi, la Donc, moyenne des Français, la moyenne des Français, très très riches, parce que sur les très très riches, on est d'accord. Pardon, excusez-moi. Oui. La moyenne des Français, l'héritage qu'ils reçoivent, c'est 70 000 euros. La moyenne, 50%. Donc là, vous me parlez de gens qui peuvent donner 100 000 euros tous les 10 ans à tous leurs enfants. La majorité des Français, ils ont 2 enfants. Et donc, ça fait quand même de l'argent, quand même, là. Cet abattement, c'est aussi l'abattement maximum au décès de la personne si elle ne donne pas tous les 10 ans. Pardonnez-moi, mais là, c'est un peu vous qui êtes démasqué. Donc nous, notre proposition, elle permettait à 80% des Français de payer moins d'impôts au moment de l'héritage, c'est-à-dire la plupart des gens, ceux qui touchent pas grand-chose, quelques dizaines de milliers d'euros, et par contre, de rééquilibrer avec ceux qui gagnent beaucoup, des centaines, voire des millions d'euros au moment de leur héritage. Pourquoi ? Parce que ça, en fait, ça accroît les inégalités petit à petit. En fait, les inégalités, elles se creusent aussi en raison de ces transmissions. C'est pas moi qui le dis, c'est le Conseil d'analyse économique qui est placé près du Premier ministre. Mais vous dénoncez l'hypocrisie. Vous êtes favorable à une taxation supplémentaire sur les gros héritages ? Vous dénoncez une hypocrisie, mais ça n'a jamais été respecté. Non, mais je vous demande, est-ce que vous êtes favorable à l'aggravation de la taxation ? Mais c'est le charme de la gauche. En 1980, ils ont doublé. Je vous demande, mais je me moque de ce qu'a fait la gauche en 1980. On est en 2024. J'avais 6 ans, donc je vous demande, pourquoi vous ne répondez pas ? Est-ce que vous êtes favorable à une taxation supplémentaire sur les gros héritages ?
On vient de le dire, ce n'est pas respecté. Donc déjà, il faudrait que ce soit respecté. Je crois que la réponse est claire, M. Bourdin. Mais pourquoi est-ce que vous ne me répondez pas? Oui ou non, êtes-vous favorable à une aggravation de la taxation sur les gros héritages? Oui ou non? À condition que le taux aujourd'hui de 45% soit déjà respecté. Il n'est pas respecté. Donc je ne vais pas le faire passer à 50%, il ne sera pas respecté non plus. Mais non, mais nous demandons à ce que faut supprimer les taux niches sont fiscales et les abattements. Est-ce que vous êtes d'accord pour supprimer? Que le 45% soit véritablement respecté. Mais donc vous êtes d'accord pour supprimer les niches fiscales sur l'assurance vie? Si vous me demandez, non mais dites-moi, moi c'est une question. D'accord pour augmenter les impôts sur les 0,1% les plus riches, on parle de ça? Oui, évidemment. Non, on parle des 1%. On cherche l'argent et qu'il y a un problème de solidarité, oui, mais c'est sur les 0,1% les plus riches. Non, et on parle des 20%, tout est fait pour que ce soit de l'affichage et qu'il n'y ait rien en réalité. Les 20%, c'est pas les classes moyennes, 20%. Vous voyez, classe moyenne, c'est au milieu. Là, moi, je vous parle des 20%. Mais les 20% les plus riches, ça commence à 2500 € mais par pas mois. Du tout, monsieur. Pas du tout. Mais vous n'y connaissez rien. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il raconte? Vous n'y connaissez rien. Je vous parle du patrimoine, je vous parle pas du revenu. Ouais, enfin... Si vous êtes, mais non, mais justement, c'est là la différence, monsieur. C'est là que se cristallisent les inégalités et que, au fur et à mesure des générations, elles s'accroissent. Si vous aviez un petit peu regardé les choses. Donc, ok, on a bien compris que vous n'étiez pas favorable à augmenter les impôts sur les héritages des plus riches, et ça m'étonne pas parce que tous vos votes à l'Assemblée nationale sont dans cette ligne-là. Donc voilà, vous dites classe moyenne, mais vous défendez les plus aisés. C'est faux. Vous défendez les plus aisés. C'est faux. Excusez-moi, mais c'est la réalité. Les carnets d'adresse sont pas taxés. Le capital Agriculture, pardon, il nous reste 3 minutes. Je suis désolé, je vous coupe, mais on pourrait parler de plein de sujets. J'aurais aimé parler, mais on aura l'occasion d'y revenir, de l'assurance chômage. Projet de loi agricole, vous avez vu, vous en pensez quoi? Nous avons aujourd'hui ce qu'on appelle notre niche parlementaire. Donc le groupe écologiste avec Marie Pochon, qui est une élue de la Drôme, propose une loi pour des prix planchers. C'est pas la première fois qu'on vient proposer ça, pour faire en sorte que les agriculteurs soient respectés, tout simplement, et pour faire en sorte aussi que les gros, immenses profits de l'agro-industrie permettent de financer la transition écologique. Parce qu'on peut pas demander aux agriculteurs de leur dire c'est soit votre santé avec les normes environnementales qui vous protègent contre les pesticides, soit vos revenus. C'est dégueulasse de faire ça, pardonnez-moi, mais c'est ce que fait le gouvernement aujourd'hui sur demande de la FNSEA. C'est soit on vous paye pas normalement, mais si on vous paye normalement, vous allez vous bourrer tout de pesticides et vous en prendre, pardonnez-moi l'expression, plein la gueule, et avec des maladies abominables. Donc en fait, nous, on pense qu'il faut préserver et les revenus et la santé des agriculteurs. Plancher, vous êtes d'accord? Vous voterez les prix planchers, cette niche écologiste? On depuis le début, mais c'est possible. Vous la voterez? C'est possible. Il faut que je lise l'entièreté. C'est là, c'est aujourd'hui. Nous demandez sur les prix planchers. Oui, nous sommes pour. Nous le disons depuis des semaines, des mois même. Nous sommes pour les prix planchers. Oui, évidemment. Bien. Et ce projet de loi, vous l'avez lu un peu? Le projet de loi, c'est la politique de la rustine. Ça ne changera rien quand on regarde. C'est la politique de la rustine. C'est la politique de comment dire, après nous le déluge. Ils essaient de gagner du temps. C'est très clair. Je veux dire, c'est pas poser les vrais sujets. Les vrais sujets, en effet, c'est les prix planchers. Les vrais sujets, c'est le patriotisme économique, c'est un protectionnisme intelligent, c'est l'exception agriculturelle. On a mis une exception culturelle pour défendre le cinéma. Pourquoi on n'a pas une exception agriculturelle pour défendre nos paysans? Voilà. Mais tant qu'on n'abordera pas les vrais sujets, eh bien, on n'aura pas les vraies solutions. Et les agriculteurs continueront à se faire balader par ce gouvernement. Vous voulez ajouter quelque chose? Je voudrais ajouter qu'il est temps de se mobiliser, effectivement, mais il faut arrêter d'opposer écologie et agriculture. Aujourd'hui, il y a des choses à faire pour l'écologie qui touchent la santé des gens qui travaillent dans les exploitations et de tous les habitants et habitantes. On voit le scandale de l'eau, par exemple. Donc il est temps d'agir. Merci à tous les deux d'être venus nous voir. 9h55, vous êtes sur l'antenne de Sud Radio. Merci. Après nous, et après les infos, Sud Radio Média, Valérie Expert et Gilles Gansman recevront l'animateur Bernard Monciel. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. Avec Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit.